Alors, les enfants sauvages vont donc recevoir des prénoms, être potentiellement réintégrables à la communauté humaine, mais là aussi beaucoup de questions se posent. On a essayé d'en réintégrer au village, dans certains cas anciens, où au départ on aurait pu s'attendre à trouver enfant loup 2, en l'occurrence l'enfant de Liège, parce que j'en ai trouvé un ici, mais sur lequel on a très peu d'informations, par un auteur anglais, curieusement. Un auteur anglais qui était disciple de Descartes. Et donc on décrit cet enfant qui a subi ce destin par le fait que le pays de Liège était traversé par toutes les guerres possibles et imaginables. On est un pays frontalier, donc on était en guerre tout le temps. Et donc là, un peu comme à l'époque de Procope et des Goths envahissant l'Italie, chaque fois qu'il y avait un envahisseur qui se montrait, ben, les gens se sauvaient dans le bois en emmenant les enfants autant que possible. Cet enfant-là, qui sera appelé Jean de Liège, non pas parce qu'on croit qu'on doit lui attribuer un prénom, mais parce qu'on le connaît. C'est un des premiers à avoir un prénom, mais il l'avait avant que l'aventure n'arrive. Jean de Liège va donc être resté dans le bois. Sa maman lui a conseillé de se blottir et surtout de ne pas se montrer. Et il va suivre la consigne à la lettre et il ne se montrera plus à aucun humain. Et donc, quand le village retourne dans les maisons, Jean n'est pas là. Et on va mettre un long moment avant de le réapercevoir, à un moment où il vient boire dans les abreuvoirs des troupeaux, éventuellement se nourrir aussi dans les endroits où il y a de la nourriture pour les troupeaux, mais on n'arrive pas à le capturer. Parce que, comme c'est le cas, semble-t-il, de beaucoup d'enfants qui ont suivi ce type de développement, il a développé un odorat tout à fait exceptionnel. Et donc, il faudra une technique de chasse contre le vent, je dirais bien, pour pouvoir le capturer à nouveau. Et là, il va se mettre à suivre la femme qui va s'occuper de lui. Et à ma connaissance, ce n'était pas sa maman, mais je ne sais pas ce qu'est devenue la maman entre-temps. Elle a peut-être été tuée dans les différentes phases de guerre. Il va suivre cette femme comme un chien. Donc il la suit à l'odorat. Il la piste quand elle quitte la maison et il va rester comme ça avec cette capacité d'odorat hyper développée assez longuement. On essaie de le faire parler, apparemment ça ne pose pas de problème. C'est très curieux, avant Descartes, le langage ne semble pas poser question. Comme si, avant Descartes, les enfants sauvages avaient pu parler et après Descartes, ils ne pouvaient plus. Donc c'est très symptomatique de la manière dont une culture et une époque posent les problèmes, évidemment. Ça a été le cas aussi pour l'enfant d'Ardenne, l'enfant loup d'Ardenne, qui a disparu à peu près dans les mêmes conditions. Là, ce sont des gens de village qui sont partis dans les bois en novembre, à un moment où il y avait de forts brouillards, pour ramasser du bois, ce qui n'était pas leur droit, puisqu'on était toujours en régime féodal. Et puis, la soldatesque du seigneur du coin débarque dans le bois, les gens s'éparpillent, et quand ils peuvent se regrouper, que les soldats sont partis, on ne trouve plus l'enfant d'une des dames qui était là dans le bois. Et cet enfant, on va le redécouvrir longtemps après, lors d'une chasse aux loups. Il est avec une compagnie de loups. On va le capturer à ce moment-là, mais il se défend hardiment. Et on va devoir tuer la louve pour le récupérer, parce que la louve le protège aussi. Et cet enfant va être réintégré dans le village. Comment est-ce qu'on le reconnaît avec une telle certitude? Là aussi, il y a des signes. C'est un enfant qui a 6 doigts. Et donc, on savait qu'un enfant à 6 doigts avait disparu dans de telles circonstances, les parents ayant fui la région. Ils avaient tellement peur d'être accusés d'avoir maltraité leur enfant et de l'avoir abandonné, qu'après avoir cherché dans toutes les directions en vain, ils quittent la région. Mais ils vont refaire surface quand on le trouve, parce que le téléphone sans fil, on se parle, on sait, on le passe de village en village, cet enfant, avant de le conduire à une autorité régalienne.
C'est toujours leur sort, hein. On les amène au seigneur ou au roi, dans tous les cas. C'est lui qui conserve les aberrations naturelles, selon ce que autorise son statut de roi. Et donc cet enfant va être réintégré au village et il va y tenir un rôle apparemment tout à fait naturel, comme berger. Et là, c'est tout à fait amusant. C'est en racontant ce récit-là, d'ailleurs, que l'auteur fait l'hypothèse des circonstances dans lesquelles l'enfant est attrapé par la louve et puis adopté. Il semble que les troupeaux qu'il gardait n'étaient jamais attaqués par les loups. Et donc, on s'est dit, quelle aubaine! Voilà le berger idéal. Et il a fait ça pendant de très longues années. Mais il semble qu'à la puberté, il a perdu ce pouvoir-là. Et donc, c'était le désarroi total. Les troupeaux qu'il gardait étaient de nouveau attaqués par les loups. Sa pitance n'était plus assurée, il n'avait plus de fonction, et il est devenu soldat. Et il est d'ailleurs mort au siège de Mons. Donc, il a fait toute une carrière de soldat. Mais là aussi, on ne se plaint pas de l'absence de langage. Au contraire, il raconte sa vie avec les loups. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le rapporte. Alors, ça pose évidemment toute la question de la validité des récits, hein, qui est posée dès le départ. Peu de témoignages et des récits qui ont l'air quelquefois d'être de la plus haute fantaisie, ou en même temps d'une prémonition éthologique stupéfiante. L'histoire de l'adoption par la louve qui ramène une proie à ses petits pour leur apprendre à chasser, ça c'est vraiment étonnant. On est au XVe siècle. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a foutu entre le XVe et le XXe pour ignorer à ce point les comportements animaux? On a fait de la technique, on s'est spécialisé, on a exploité la nature et on a cessé de la connaître, cessé de la regarder, cessé de l'observer. Et certainement, s'il y a un grand manque dans le naturalisme rationaliste, c'est celui-là. On s'étonne de tout ce qu'on a ignoré alors qu'on partage la planète avec les mêmes animaux depuis toujours, et on commence seulement à entrevoir ce dont ils sont capables, simplement parce qu'on a décrété à la période moderne qu'ils n'étaient capables de rien. Et donc on n'a même plus regardé, à mon sens. Donc on trouve de tout dans les récits. Mais il reste qu'il y a des observations qu'on ne peut pas écarter. Et je pense qu'entre l'observation précise et la fantaisie, il y a l'espace qui doit être rempli dans le cas d'une narration que j'appellerais à trous, comme les instituteurs. On n'a jamais le témoignage complet. Pour la plupart des cas, on ne sait pas d'où viennent ces enfants ni comment ils sont arrivés là. On ne sait pas s'ils étaient, et là c'est la question qui se posera avec Victor, s'ils étaient déjà porteurs d'un handicap mental avant leur période d'ensauvagement, ou si cet ensauvagement est le résultat, donne comme résultat, un handicap mental. Et donc, on a des bribes d'histoire. Et quand les humains racontent, il me semble, dans tous les cas où les humains racontent, quand il y a des trous, on comble les trous, avec des règles de vraisemblance qui varient très fort selon les périodes et les moments. Et donc, c'est très difficile de faire la part de la narration qui est fidèle à certains réels et de la narration qui est fabulée, notamment sur la base des mythes anciens qui reviennent avec des postures différentes. Or, on sait pourtant qu'au XVIIIe, quelqu'un comme Marie-Angélique n'était pas vraiment quadrupède, elle était plutôt quadrumane, comme le sont les grands singes, c'est-à-dire qu'elle s'appuyait sur les doigts, sur la pointe des doigts, mais courait très vite, et que la posture bipède ne lui était pas impossible du tout, comme elle ne l'est pas aux ours d'ailleurs, ni aux castors, ni à toute une série d'animaux qui peuvent se placer en posture bipède. Et donc, on sait qu'il y a des choses vérifiables, et on sait qu'il y a des choses qui sont curieusement... Mais on est même surpris par ces choses, parce que longtemps, je me suis dit, mais d'où vient cette récurrence de la pilosité hyper déployée? C'est même une des dernières choses que j'ai déployées dans ce travail. Et là aussi, mon directeur de thèse me disait, mais
Qu'avez-vous à vous intéresser au velu? Ça n'a aucun intérêt. Vous êtes en train de perdre du temps. Vous terminez votre thèse, allez. Et puis c'est devenu le début de la thèse et le début du livre. Et on se rend compte qu'il y a un lien à la sacralité, établi entre la sacralité et la pilosité. Et là, on pourrait se dire, effectivement, on est tout à fait dans l'ordre des mythes, qui rejoignent aussi les fêtes de l'ours. Dans les zones montagnardes, l'ours au printemps descend de la montagne et il est porteur de tous les savoirs de fécondité, y compris pour les femmes qu'il pourchasse. Puis il finit par se faire attraper par les villageois. C'est évidemment un ours factice, c'est un homme vêtu d'une peau d'ours. On le rase, on le toilette et du coup il parle, il se marie. Enfin, on voit qu'il bascule d'un statut anthropologique dans un autre. Mais ici, c'était un peu la même chose qui se produisait. À cette réserve près, j'ai réalisé, quand on a découvert la jeune Indonésienne, puis aussi un jeune garçon qui avait été adopté par des singes vervets, j'ai réalisé qu'effectivement, la pilosité qui ressemblait à une pilosité animale, elle n'était pas totalement absente, elle était assurée par le mélange des cheveux allongés et puis des mousses qui se développait dans un milieu de forêt humide où on ne se toilette pas. Et donc, on est vraiment, pour ce cas très précis de la pilosité, entre les deux. On a la pilosité des mythes et de la sacralité, puis la pilosité tout à fait rationnelle qui peut effectivement être interprétée comme une forme sacrée, alors qu'elle est tout à fait explicable par les conditions dans lesquelles l'enfance s'est développée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après les enfants sauvages, après non, j'ai bien dû m'intéresser au grand cas du 18e. C'était absolument imparable, même si avant j'avais dû faire un détour par Leibniz, qui était à la fois un détour que je redoutais et qui pourtant était bien nécessaire, parce qu'il entrevoyait des croisements entre les matières vivantes et non vivantes qu'aucun autre philosophe à son époque n'envisageait. C'est un homme du tissage, du rhizome, c'est un Deleuzien avant la lettre, je dirais. C'est assez. D'ailleurs, Deleuze a écrit sur Leibniz, c'est pas un hasard. Donc, à partir de ce moment-là, du 18e, j'ai dit on parle moins des animaux, on parle aussi de filles sauvages. Ça a fait l'objet de l'intérêt d'une scientifique américaine, Julia Dawes, qui a voulu voir si on traitait différemment les filles sauvages et les garçons sauvages. On les traite différemment dans la mesure où on n'essaie pas de leur apprendre le même métier. Ça, c'est clair, le clivage genré est très présent. Mais en même temps, on a des filles de type extrêmement différent. On en trouve une aux Pays-Bas dont on a pu retracer le chemin. Elle venait de la région d'Anvers, elle avait été enlevée. Et on va la récupérer dans les forêts frontalières des Pays-Bas et de l'Allemagne. Comment est-elle arrivée là, on ne sait pas. Mais on la reprend, c'est une personne très douce, très pudique, à qui on va pouvoir apprendre la broderie, enfin le prototype de la femme acceptable, y compris dans le fait qu'elle se tait. Par contre, Marie-Angélique de Champagne, à qui j'ai fait allusion tout à l'heure, elle est totalement atypique. On pense que ce serait peut-être même une Amérindienne qui se serait échappée d'un vaisseau alors qu'on la ramenait d'Amérique. Et elle se serait échappée avec une compagne noire. Elles étaient deux, en tout cas. Mais on n'en a capturé qu'une. Et il est apparu assez vite qu'il était vraisemblable que celle qu'on avait capturée avait tué l'autre. Conflit autour d'un objet, semble-t-il. Mais donc déjà, dire ça, c'est indiquer que Marie-Angélique porte un nom propitiatoire. J'ai l'impression qu'on a essayé de la sanctifier a posteriori parce qu'elle était tout sauf sainte et douce. Et la première fois qu'elle apparaît en Champagne, les villageois sont complètement affolés. Elle a une espèce de calebasse sur la tête. Elle a des peaux sur elle, des peaux de bête. Et les villageois apeurés lâchent sur elle un chien, vous savez, ces chiens de Tex-Avery avec gros collier, une espèce de monstruosité de chien. Et au lieu de se sauver, Marie-Angélique, qui a un gourdin en l'occurrence, se campe au milieu de la route, attend le chien et l'étend raide mort.
Donc elle n'était vraiment pas commode. Par contre, elle avait beaucoup de caractéristiques de socialité. Quand on l'a eu capturée, on l'a amenée dans les cours de château aussi. C'était très pittoresque d'avoir cette sauvagesse au milieu de la cour du 18e. Vous imaginez Barry Lyndon et bon, ce genre d'atmosphère. Et en fait, Marie-Angélique avait gardé beaucoup de goût pour le poisson et les batraciens. C'est la seule dont on rapporte ce type de goût particulier. Et donc, elle part dans les prairies du château. Elle revient avec son petit tablier, puisqu'on l'avait bien évidemment habillée correctement. Elle revient avec son petit tablier rempli de grenouilles vivantes. Et elle en dépose un dans chaque assiette des convives. Alors, à la fois, il y a cette espèce de volonté du partage, de l'ouverture, quoi. C'est pas du tout l'enfant sauvage qui se cache sous les meubles. Mais en même temps, on se dit c'est une scène de film, quoi. C'est assez extraordinaire d'imaginer tous ces marquis empoudrés et les grenouilles qui ne restent pas dans les assiettes. Et, enfin, Marie-Angélique, c'est un des derniers passages que j'ai écrit dans le livre, et je me souviens très bien, écrivant la nuit, que j'avais des fous rires aux larmes en réalisant les scènes que ça avait pu donner. Alors, sur le cas de Marie-Angélique, qui a, semble-t-il, elle récupéré la parole, qui a survécu malgré une période de transition très dure quand on a changé sa nutrition. Elle a failli mourir. Qui a raconté ses mémoires. C'est un cas très particulier. Alors là, je suis relativement en conflit avec un autre chercheur, Serge, dont le pseudonyme est Serge Harold, qui est un médecin, qui considère qu'elle est la seule enfant sauvage. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire c'est la seule qui ne l'est pas. Si c'était une Amérindienne, qu'elle a récupéré la parole, peut-être l'a-t-elle conservée parce qu'elle était avec une compagne. Même si elle l'a tuée, il est resté des interactions langagières. C'est un cas vraiment très, très particulier. Et puis, bien sûr, après Peter de Hanovre et Marie-Angélique, ben, c'est Victor, avec une foultitude d'autres cas entre les deux. Mais j'ai privilégié ceux qui avaient suscité les réactions des intellectuels les plus vives. Et évidemment, Victor, c'est son cas, avec l'expérience extraordinaire d'Itard, qui va créer une pédagogie véritablement dont ont bénéficié tous les enfants. Et pas seulement Victor, parce que les outils qu'il a créés pour la pédagogie exceptionnelle de Victor ont servi après pour la pédagogie générale. Et entre-temps, d'ailleurs, ont transité par les écoles spéciales pour enfants sourds, pour enfants faibles d'esprit. Bon. Donc, tout d'un coup, là, quelque chose change. Et il me semble aussi que quelque chose change dans la mesure où, à un moment donné, en dépit de sa bonne volonté, Itard accepte que son expérience est un échec, il jette l'éponge. La seule chose dont il s'assure, c'est que Victor ne va pas aboutir dans un asile à la façon dont Pinel l'avait suggéré immédiatement. Il va veiller à ce que sa gouvernante, qui a toujours accompagné Victor dans son développement, garde Victor dans une petite maison de l'impasse des Feuillantines. On est à côté de chez Victor Hugo, qui avait un frère idiot et qui s'en culpabilisait beaucoup parce qu'il pensait que la nature lui avait tout donné dans la tête et qu'à cause de ça, son frère en avait eu trop peu. Et donc, Victor Hugo a peut-être croisé Itard, et sûrement Victor. Donc c'est assez étonnant quand on fait les rapprochements. Mais ce qui est sûr, c'est que l'abandon d'Itard fait que Victor est le premier enfant sauvage médicalisé. Et à partir de ce moment-là, ils le seront tous. C'est le moment aussi où l'anthropologie cesse de s'y intéresser. Et ça a été un ressort aussi pour moi. Je me souviens que Philippe Descola m'avait demandé « Mais pourquoi vous ne parlez pas des structures élémentaires de la parenté ?» Et j'avais pu lui répondre parce que ça m'a mis en colère au moment où Lévi-Strauss écrit les structures élémentaires de la parenté. Il écrit qu'on ne peut rien tirer de ces cas-là, que ce sont des aberrations, qui ne nous apprennent rien sur les collectifs. Et tout. Lévi-Strauss a eu une très longue carrière. Je crois qu'il n'aurait plus dit ça à la fin de sa carrière parce qu'il a avancé des choses sur la réconciliation de l'humain et du reste du vivant
qui sont absolument magnifiques. Et j'en ai d'ailleurs mis une citation tirée de l'Anthropologie structurale 2 en tête du bouquin. Mais je n'ai pas parlé des structures élémentaires de la parenté parce que c'est une chose qui m'a mis en plot en me disant mais comment est-ce que les anthropologues peuvent ne pas réaliser l'intérêt pour l'anthropologie de ces cas limitrophes, certes, mais quand même qui nous révèlent des choses, et notamment qu'ils ne sont vus qu'en Europe. C'est quand même assez extraordinaire de découvrir qu'ils ne sont vus que dans une ontologie où ils posent problème. On n'a pas d'autre explication possible pour ce tri. Et tous ceux qu'on découvre ailleurs, ben, on ne les découvre plus vraiment comme sauvages, ce sont des enfants placards, ou bien ils sont découverts par des personnes qui ont une formation européenne, naturaliste, solide, et donc pour qui ces enfants posent problème. Puis il fallait bien s'arrêter, ici comme maintenant, donc j'ai décidé de m'arrêter à Victor, parce qu'il me semble que celui qui le suit immédiatement, mais date pour date, l'année où meurt Victor, on trouve Kaspar Hauser. Mais on ne pose plus du tout à Kaspar Hauser les questions qu'on posait à Victor et à tous les enfants qui ont précédé. Ce qui inquiète pour Kaspar Hauser, ce sont des questions historiques, ce sont des questions juridiques. Est-ce qu'il est un descendant de la famille de Bade ou pas? On se bat toujours sur cette question-là aujourd'hui, de manière absolument insoluble, parce qu'on a essayé de passer par l'ADN. Alors on a demandé à la famille de Bade de faire des prélèvements ADN sur un jeune enfant qui avait été enterré dans leur caveau, et dont on se demande si c'était pas le bébé d'une nourrice et que le vrai bébé princier, ça aurait été Kaspar. La famille de Bade refuse qu'on fasse ces prélèvements. Et puis par ailleurs, on cherche des traces de Kaspar, mais la tombe, le cimetière où Kaspar a été enterré a été largement bombardé. On ne sait pas très bien ce qu'on trouverait encore de certainement appartenant à Kaspar. Là, c'est la foire d'empoigne. Mais il semble que le questionnement change radicalement. C'est un juriste comme Feuerbach qui se demande comment on peut sanctionner de telles maltraitances adressées à un être humain. Ce sont des gens qui essayent de voir comment Kaspar acquiert des choses, parce que Kaspar aussi va parler. Il va parler, il va écrire. Et là aussi, on est devant un cas extrêmement troublant. Parce qu'à la fois, on se dit, il est peut-être un imposteur. En tout cas, c'est une des choses qui ont été soulevées. Mais en même temps, pour être un imposteur à ce point crédible dans les déficits et dans les handicaps, il faut être castard. Donc, à la fois, il a des traits qui font penser qu'il n'a peut-être pas eu un aussi long ensauvagement qu'on le pense, et puis des traits qui, au contraire, indiquent l'inverse. Donc, on est dans la confusion totale, et je n'ai pas voulu m'y risquer, personnellement. Et donc, par la suite, j'ai continué à collectionner les cas jusqu'à nos jours, mais je les ai jamais traités vraiment. Simplement, je me suis bornée à signaler aussi le clivage qui se produisait entre le moment où on avait des enfants sauvages qui venaient effectivement de la forêt, qui étaient dans un milieu ouvert et qui permettaient toutes les rêveries possibles, y compris celle d'un accord retrouvé avec le monde naturel dans lequel nous aurions jadis évolué en harmonie. Et ces cas-là nous font rêver, évidemment, parce que là, ces enfants sauvages-là sont quelque part notre reflet, d'où le titre que je leur ai accordé, le reflet de Narcisse. C'est un reflet mortifère, parce qu'on ne peut jamais l'atteindre, mais en même temps, c'est un reflet qui montre notre prétention à nous accorder avec le monde animal. Et puis, par ailleurs, à côté de ces enfants qui venaient d'un monde ouvert, les enfants placards, les enfants maltraités, cloîtrés, souvent par leurs propres parents, qui sont complètement, eux, dans un univers fermé, qui ne fait absolument pas rêver. Il n'offre aucune possibilité, aucune potentialité que celle de la survie, et encore. D'ailleurs, il est significatif que lorsqu'on les retrouve, parmi ceux qui viennent leur rendre visite, il n'y a pas seulement les linguistes, très, très gourmands, comme je l'ai dit tout à l'heure, de leur capacité à récupérer ou non le langage, surtout au moment de la théorie des seuils, moment où on trouve Jenny. Et puis, il y a aussi des spécialistes de la torture.
parce que c'est très intéressant pour eux de voir comment évolue un être qu'on a ainsi séparé de tout, avec lesquels on a eu un minimum d'interaction, qui avait peu de possibilités d'avoir des évaluations du temps et de l'espace, qui n'avait pas de développement tactile, parce qu'il n'y avait pas de jeu. Donc on voit bien là aussi qu'il y a une fracture qui se dessine et qui fait aussi que parfois on a contesté l'appellation d'enfants sauvages à ces enfants-là. Reste la dernière étape, les enfants réensauvagés avec les chiens, et là c'est encore autre chose, parce qu'ils sont limitrophes, mais ils ne quittent pas la ville, hein. Donc ils ne perdent pas leur capacité langagière, ils ne sont pas vraiment des enfants sauvages, mais c'est encore une autre figure qui se dresse. Donc on a vraiment comme une boule à facettes autour de ces enfants sauvages. Il n'y a pas de cas étroitement comparables, mais il y a des traits communs, qui ne sont pas toujours les mêmes d'ailleurs, d'un cas à l'autre. Et ça me paraît vraiment intéressant. Parmi tous les scientifiques qui se sont intéressés au cas des enfants sauvages, il n'est pas vraiment surprenant de trouver les spécialistes de l'histoire naturelle. Buffon, on l'a dit, rêve d'une rencontre entre deux sauvages contemporains et imagine un retour, une nouvelle naissance de l'humanité à travers eux. Mais ce qui me paraît encore beaucoup plus intéressant, c'est la posture de Linné, qui, dans ses classifications, montre un flottement certain, qui reflète la stupéfaction devant la découverte des grands primates et aussi la difficulté à classer ces enfants. Et c'est bien ce qui fait leur problème. Ils n'entrent pas dans les cases prévues par l'ontologie naturaliste. Ils sont apparemment, puisqu'on leur donne un prénom, des humains, mais ils ont toutes les caractéristiques de l'animal. Et donc, que fait-on de ça ? Que fait-on de ces entre-deux, de ces passeurs, de ceux qui sont au bord des choses? Alors Linné, au tout départ, élabore son Systema Naturae, et dans ce système de classification dont il existe de très nombreuses éditions, on voit son point de vue évoluer. Et il va au moins jusqu'à la 10e édition. D'abord, il va regrouper les hommes et les primates. Il met tout ça sous le nom primat. Donc, aussi bien l'orang-outan, les grands singes et l'homme, le tout en première ligne. Et puis, il va quand même avoir un doute, né d'une foi qu'on ne peut pas contester. Et il se rend compte que mettre les grands singes dans la même catégorie que les hommes, c'est peut-être pas très bibliquement correct. Et donc, il revoit sa division, il place l'homme au-dessus et les primats en dessous. Mais il lui faut aussi aborder la grande variété des humains qu'il a sous les yeux. À l'époque, on ne peut absolument plus en douter. Non seulement les voyageurs l'ont raconté, mais on a ramené des personnes qui venaient d'ailleurs. C'est l'époque du comment peut-on être persan de Montesquieu, quoi. Et donc, il va classer les catégories d'humains en hommes européens, hommes africains, hommes américains, hommes asiatiques, hommes monstrueux, hommes sauvages, où il regroupe tous les cas d'enfants sauvages qui ont été répertoriés jusqu'à son époque. Et donc, il en fait une catégorie au sens plein du terme. Et puis, dans les années qui suivront, il va supprimer ces catégories d'hommes monstrueux et d'hommes sauvages, homophoros, pour ne plus garder que les catégories standards, je dirais, que l'ethnologie et l'anthropologie vont conserver par la suite. Mais on voit très bien le flottement qui est induit dans la pensée des catégories à cette époque-là par la présence de ces cas d'enfants, qui sont tellement des cas que déjà Blumenbach va dire non, ça, on ne peut rien en tirer. Ce sont des accidents, donc il n'y a pas de leçon anthropologique à tirer d'eux. Et donc, je dirais qu'à peine l'anthropologie naît-elle, y compris l'anthropologie raciale et physique, qu'on les écarte du champ. Et très peu de temps après, ils vont entrer dans celui de la médecine et ils n'en sortiront plus. Ce qui est une façon détournée de noyer le problème, de noyer la question, parce qu'on va dire au début du 19e, ils sont tous fous. Au début du 20e, on va dire tous des autistes. Donc on va changer aussi les catégories de folie, mais on n'a plus à en tenir compte. Ils sont des aberrations, donc on n'en parle plus.